Allô? Avant de commencer l'épisode, je fais mes plugs ennuyantes. Première plug ennuyante, j'ai des t-shirts. On a des t-shirts couple ouvert. Ok, je vais être franc avec vous. On a trop acheté. On a trop acheté de t-shirts. Alors, s'il vous plaît, achetez des t-shirts. Je vais mettre le lien dans la bio. Sinon, dans mes stories ou sur Instagram et sur Facebook, je vais me faire un devoir de l'afficher souvent. On fait affaire avec Tamelo. Tamelo qui est une boutique qui s'occupe de tout. Alors, vous pouvez avoir confiance en eux. Les t-shirts vont se rendre. Les t-shirts sont de qualité. C'est fait au Québec. Alors, il n'y a aucun enfant qui se fait crier après par l'armée qui fait les t-shirts. C'est des t-shirts qui coûtent un peu plus cher à produire, mais personne pleure dans le processus, à part Steph puis moi, parce qu'on a trop commandé. Les seules personnes qui pleurent, c'est deux artistes trop émotifs. Fait que c'est normal. Alors voilà, s'il vous plaît, achetez des t-shirts de couple ouvert et ça nous aide énormément. C'est une manière de faire la promotion du podcast, c'est une manière de nous donner de l'argent, de faire que le projet continue. Alors s'il vous plaît, c'est un t-shirt cochon, c'est un t-shirt beau, c'est parfait pour ceux qui veulent faire l'amour avec des t-shirts. Ça existe, on juge pas. C'est parfait pour créer des froids dans ta belle famille que tu haïs, chose que je fais souvent. Je l'haïs pas. Maintenant, j'ai appris à les aimer. J'ai appris à les aimer parce que moi, je sentais qu'ils m'aimaient pas. Et là, je sens qu'ils m'aiment. Alors, on s'aime. Ça, c'est réglé. Alors, t-shirt. Et s'il vous plaît, continuez à vous abonner au Patreon. C'est gentil de votre part. C'est délicat de votre part. C'est généreux de votre part. On ne mérite pas le nombre de Patreon qu'on a, mais on est reconnaissant. Je suis reconnaissant de l'argent que vous me donnez à chaque mois. Et moi, je me défonce pour vous donner un podcast le plus sincère, le plus original? C'est pas si original. Un gars qui parle fort, avec des lunettes, puis un gros nez, puis qui perd ses cheveux, c'est pas si original que ça. Mais du moins, un podcast qui me ressemble. J'essaie de connecter avec vous. Merci beaucoup. Voilà, fait que Patreon et couple ouvert, ça, c'est mes plugs. Mon invité aujourd'hui, Ghislain Tachereau. Un héros. Un autre héros. C'est ce que je fais maintenant avec mon podcast. J'invite des hommes et des femmes dans la communauté artistique, dans la communauté humoristique, qui m'ont beaucoup aidé avec leur œuvre et je leur parle et j'essaie d'être cool et ça paraît que j'essaie d'être cool alors j'ai l'air whack. C'est des choses qui arrivent. Et Ghislain il a participé au Bleu Poudre, il a participé à Taquinons la planète. Ghislain, c'est aussi un écrivain. On a beaucoup parlé. Je vais vous présenter ses livres. Et Ghislain, sa voix me dit quelque chose. Ghislain, il fait beaucoup de voix. Alors, il y a beaucoup de voix de pub avec la voix de Ghislain, très rauque, très grave. Il y a une super belle voix, il y a une belle texture dans sa voix. Alors, si tu as déjà entendu sa voix, c'est juste que tu as déjà écouté la télévision, puis Ghislain faisait la narration de quelque chose. Alors, voilà. Et aussi, très important, Ghislain est écrivain. Et Ghislain j'ai appris, il a racheté tous ses livres. Il les a édités lui-même. Alors, ses livres, L'Inspecteur Specteur. Alors, voici comme c'est joli. Regarde les beaux livres. Et aussi une nouvelle collection, Les Dents de l'amour, qu'on parle dans le podcast. S'il vous plaît, allez, si vous êtes capable, procurez-vous les livres de Ghislain Tachereau, soit à la bibliothèque, soit dans une librairie. Truc que j'ai appris de Fred Dubé, quand on vole un livre à la librairie, il envoie l'argent à l'écrivain. Fait que si vous volez, vous donnez de l'argent à l'écrivain que vous venez de voler parce qu'il voit ça comme une perte dans l'inventaire et il faut qu'il envoie de l'argent. Alors, je vous encourage à voler des livres, c'est important. Un livre volé, c'est toujours meilleur. Mentionnons-le. Et voilà. Un truc que j'aimerais faire, dans les commentaires, s'il vous plaît, écrivez le titre et le nom de l'écrivain d'un livre que vous avez aimé. Je pense que la lecture, c'est quelque chose de tripant, mais souvent, ceux qui n'aiment pas lire, ils ne savent pas par où commencer. Ils se disent, qu'est-ce que je lis? Je dis quoi? Est-ce que je lis les livres plates qu'on me disait de lire au secondaire que j'haïssais? Ah, mais j'en connais pas d'autres, fuck. Je crois que la littérature, c'est un médium exceptionnel, mais on ne sait pas par où commencer. Alors, soit commencer par les livres de Ghislain Tachereau, puis aussi Ghislain Tachereau, ce qu'il fait sur son site Internet, il met le début de ses livres. Comme ça, tu peux savoir si tu apprécies. Alors, pas aller sur son site, pour voir les premiers livres. Et où sont dans les commentaires YouTube? Mettez des livres que vous avez aimés, des écrivains. Expliquez pourquoi vous l'avez aimé. Expliquez pas pourquoi. Mettez-en autant que vous voulez. Mettez-en 12, 1, 6, 49, 2, 3. Soyez libre, allez-y. Le nom de l'écrivain, le nom du livre, ça va donner des idées. Et ça peut être autant des essais que des romans. Moi, je connais très peu les essais. Alors,
je vais apprendre. Alors voilà, c'est à peu près ça. Je me tais, je laisse toute la place à Ghislain Tachereau. Salut, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. C'est un plaisir. Commençons abruptement. Tu es né en quelle année et où? Je suis né à Saint-Pierre-Baptiste. En fait, sur mon passeport, c'est marqué Plessisville parce que j'imagine que Saint-Pierre-Baptiste, c'était trop creux. Je suis né en 1962 dans ce petit village qui s'appelle Saint-Pierre-Baptiste où il y avait 40 maisons quand j'étais jeune et où il y a encore 40 maisons aujourd'hui. Wow. Fait que, mon père avait le garage. Je suis fils de mécanicien. 11e enfant d'une famille de 11. Et voilà. Alors, petit village pour situer les gens. Mettons, Plessisville, ça dit-tu quelque chose? Non. Princeville, Victoriaville? Oui. Bon, entre Victoriaville et Thetford Mines, mettons. Okay. C'est pas loin de la Beauce. C'est pour ça que chez nous, on disait de l'argent. Puis, et pas loin d'Orgien, le d'Argir. OK. C'est ça. Vous étiez combien dans la maison? 11. Ben, on a 11. Je suis le 11e. Fait que, ouais, c'est ça. OK. Moi qui suis enfant unique, fait que j'ai plein de questions. C'est comment grandir avec 11 frères et sœurs? Ben, dans mon cas, vu que j'étais le dernier, je me faisais souvent traiter de bébé. Hey, maudit bébé. Tu sais, parce que t'es le dernier, fait que t'es un peu le souffre-douleur. Puis, ça forge le caractère parce que, tu sais, je me rappelle comme exemple, mettons, le téléphone sonnait. Et un ami m'appelait. Bon, fait que là, je voyais mon grand frère répondre « Allô? » Fait que là, il disait « Le chien! Il n'y a pas de chien ici. » Mais moi, l'autre bord, c'est que mon chum disait « Ghislain, s'il vous plaît, le chien, il n'y a pas de chien ici. » Fait que là, je venais bleu, tu sais. Puis là, je voulais avoir le téléphone. Ou bien, je me faisais traiter de monstre. Je me faisais vraiment traiter de toutes sortes d'affaires. Mais comme je te dis, ça forge un caractère puis ça t'oblige à développer ta répartie. Donc, assez jeune, j'ai su me défendre avec ma gueule. Mais en même temps, il y a une dynamique tribale quand tu es 11 enfants. Il y a quelque chose de vraiment tripant parce que j'avais pas un sentiment nécessairement familial, j'avais un sentiment tribal. Puis, tu sais, on jouait dehors, nous autres. À partir du moment où le premier a été élevé, puis il a commencé à s'occuper du deuxième, puis les deux se sont occupés du troisième, puis les trois se sont occupés du quatrième. Puis, donc, tu as toute une dynamique de gang parce que ta mère ne peut pas s'occuper de tout le monde. Tu sais, ma mère, elle faisait... les moments où il y avait le plus de monde autour de la table, là, elle pouvait faire à peu près 3 à 4 gâteaux par jour. Fait que, tu sais, il y avait des moments clés dans la semaine où, mettons, le samedi soir, on mangeait du spaghetti. Fait que là, au moins, on se cassait pas la tête, on disait, le samedi soir, ça va être du spaghetti. Le samedi midi, c'était des galettes de sarrasin. Puis, tu sais, si t'aimais pas ça, ben, tu mangeais tes bas. Parce que c'était ça qui était sur la table. Donc, t'avais pas le choix. J'ai l'impression d'être une personne âgée qui raconte des affaires. Non, t'es pas une personne âgée. C'est que c'est unique, c'est génial. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'il y a quelque chose de... Tu sais, tous les principes de récupération, de recyclage, c'était déjà ancré chez les parents, en tout cas de ma génération, là, chez nos parents, parce que, tu sais, t'achetais une boîte de biscuits, ben la boîte de métal, après, elle te servait pour 1001 affaires, puis il n'y avait pas grand-chose qui s'en allait au dépotoir, là. Puis moi, en plus, vu que j'ai grandi dans un garage, tu sais, je me rappelle très bien, moi, ma mère, il y avait une cuillère qu'elle avait pour la cuisine, là, dont le manche était pété, puis il avait été remplacé par un manche de tournevis. Mon père avait mis un manche de tournevis, puis on s'en foutait. Il y avait le pile-patate. La poignée du pile-patate, c'était une poignée de porte, parce que la poignée était pétée. Fait que moi, j'ai gardé ça en moi. Je bisoune. J'ai un camp dans une terre à bois en Montérégie, puis je récupère. Je marche en ville. Là. Hier, j'ai ramassé
dans une ruelle, puis c'est pas parce que je suis pas capable de me le payer, là, mais je trouve que les gens jettent leur chou gras, ça n'a pas d'allure. J'ai ramassé deux clôtures en fer forgé d'à peu près 4 pieds par 3 pieds, pratiquement intactes, mais c'est juste que les gens, ils changent ça, ils trouvent plus ça beau. Puis, fait que moi, dans le camp, je vais prendre ça pour soit corder du bois ou soit pour protéger une fenêtre. Mais tu sais, je vais récupérer ça. Puis ça a de la gueule. Des vieux bouts de planche. C'est artistique, c'est beau. Ben oui, ben oui. J'ai fait un cabanon que j'avais fait faire un escalier. Puis quand ils ont eu fini, l'escalier était assez long. Quand ils ont eu fini de construire l'escalier, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec les retailles de bois qui restent? Ben, ils dit, on va jeter ça au dépotoir. Moi, je dis, hein? Au dépotoir? Moi, jeter des trucs, ça me passe pas par la tête. Fait que j'ai gardé ça, les bouts de bois, puis j'ai fait un cabanon avec tous les bouts de bois. Puis j'avais un voisin qui avait regardé ça, puis il avait dit, hey, on photographie des affaires de même quand on va en voyage dans les pays en développement. Puis il dit, là, toi, tu fais un truc comme ça. Ben, je dis, gêne-toi pas, photographie là, tu sais. Ouais. Ah, super. Fait que c'est ce genre de jeunesse-là que j'ai eu à bisouner. Et dis-moi si je me trompe, mais ça forge l'imagination. Oui, parce que tu joues tout seul. Puis moi, en étant dans les derniers, je dis tu joues tout seul parce que j'étais le bébé. Ma mère me dit qu'elle m'entendait souvent dans ma chambre. J'avais des petits bonhommes, des petits trucs, des petits personnages de plastique qu'il y avait dans des sacs de maïs soufflé là, qu'on prenait pour déjeuner. Là. Il y avait des bonhommes en plastique qui étaient des Vikings. Puis moi, je collectionnais les Vikings puis je les faisais jaser entre eux. Donc, j'imagine que tout ça, ça s'est décliné en doublage, puis en tout le fait que j'ai créé un imaginaire propre à moi, tu sais, que j'ai pas, j'allais dire subir, mais que j'ai pas écopé de l'imaginaire, ben c'est encore pire, là, que j'ai pas reçu... Tu n'as pas été contaminé. Ouais, mais j'ai pas reçu, j'ai pas grandi avec l'imaginaire des autres. Le jeu vidéo, je comprends, c'est le fun, là, mais sauf que si tu n'as que ça comme alimentation, tu développes pas ton propre imaginaire à toi, puis je pense que Mané, ça... Mais c'est un truc qui se passe, semblerait, dans les écoles pour les jeunes garçons. La plupart des jeunes garçons, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ils font ben, traîner les jeux vidéo. Ben oui, ben oui. C'est quoi tes habitudes? Ben, je suis bon dans les jeux vidéo. Oui. On réalise. Ah, mais tu peux juste être testeur. Souvent, ceux qui vont. Les compagnies de jeux vidéo, ceux qui veulent, c'est la petite fille qui dessine bien. Ben oui. C'est la scénarisation, comprendre des programmes, être bon aux jeux vidéo. T'as la pire job dans l'industrie du jeu vidéo, qui est prendre un petit bonhomme puis aller dans un coin pour trouver les bugs. Ben oui, ben oui. Puis il faut que tu sais, prendre juste un papier puis un crayon puis donner ça à un enfant puis de le voir s'amuser avec ça, c'est super trippant. Tu sais, moi, j'ai aucun talent de dessinateur, puis ça m'a toujours frustré. Mais par contre, en jouant avec les petits bonhommes, je m'inspirais beaucoup de la télé avec laquelle on a grandi, notre génération, nous autres, parce que tout était doublé en français. Puis mal doublé, il faut le mentionner. Ben, pas tant que ça. Okay. Parce que moi, je me rappelle tous les Colombo que j'ai vus quand j'étais jeune, tous les films. Tu sais, par exemple, Spider-Man, ça n'existait pas, c'était l'araignée. Ça s'appelait comme ça, tu sais, l'araignée, puis t'avais la chanson, l'araignée. Ben, oui, les dessins hyper... Oui, puis même les émissions pour enfants, il y avait un langage très particulier. Toute la génération avant nous, ils avaient tous fait l'école classique avec le latin, puis ils s'exprimaient tous très, très bien. Tu sais, si tu penses au Capitaine Bonhomme, par exemple, l'éloquence de ce gars-là, sa façon de s'exprimer, c'était assez fabuleux. Moi, je trouvais qu'il... Tu sais, n'est-ce pas? Toutes les forces de... Sol, la force de sol. Ben oui, c'est ça. Donc, tu sais, le sol et gobelets, tout ça... Dis-moi si je me trompe, parce que t'étais témoin... T'étais témoin. La télévision, à l'époque, pour enfants, c'était un peu la télévision délaissée. Alors, c'était plein d'artistes de 25 ans qui déconnaient une demi-heure. Et les patrons des télévisions disaient, on s'en fout, c'est pour les enfants. Fait que c'était extrêmement bizarre, la télé pour enfants, à l'époque. Oui, puis c'était très riche aussi. Moi, je me rappelle de Pop Citrouille et La Fricassée, des vieilles émissions, là, des sketchs improvisés, mais totalement absurdes. Là. En direct à la télé? Oui. Puis moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'a incité à faire ce métier-là, c'est les tannants. Les tannants, c'était il y avait Pierre Marcotte qui était l'animateur, oui, puis l'espèce de chef de... Mais c'était vraiment du gros déconnage qu'il y avait là-dedans, là. Puis moi, j'y regardais, puis les émissions de Gilles Latulippe, je regardais ça, puis je me disais, ces gens-là, ils sont payés pour déconner, pour avoir du plaisir, puis je me disais, ça doit être une assez pas pire vie.
Et là, c'est là que j'ai décidé de m'inscrire en théâtre. T'avais quel âge? J'avais peut-être 22, 23. Puis j'ai fait les auditions à Sainte-Thérèse de Blainville. Il y avait une option théâtre au cégep. Donc, j'ai fait les auditions. Ça existe encore? Oui, absolument, absolument. Puis il y a aussi Saint-Hyacinthe qui a une option théâtre aussi. Puis j'avais fait donc l'audition. Puis moi, là, ils disent « OK, c'est bon, t'es accepté ». Fait que je pensais que j'étais accepté, mais j'étais accepté pour la grande audition. Ouais. Alors, la première audition, c'était... tu avais une série de pièces de théâtre québécoises. Puis j'avais pris un extrait de Ticoc, de Gracien Gélina. Puis là, pour la grande audition, il fallait que tu fasses un classique. Puis moi, je connaissais rien, j'avais aucune culture. Tu sais, j'ai grandi dans un garage. Le seul livre qu'on avait, c'était un dictionnaire. Donc, tu sais, Roméo et Juliette, je connaissais le nom, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis c'était la seule pièce parmi tout ce qu'il y avait. Il y avait le Cid, il y avait du Molière, il y avait... En tout cas, là, je regarde, je lis des extraits de Roméo et Juliette, puis je comprends. J'ai pas les facultés intellectuelles pour jouer quelque chose que je ne comprends pas totalement, tu sais. Donc là, j'ai laissé tomber. Puis j'ai entendu parler de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, où il n'y avait pas d'audition. Ils te prenaient sur 1 an, puis au bout d'1 an, ils te disaient « Ouais, t'es bon, on va te garder pour les 4 années. » Ou bien « Ouais, t'as-tu pensé à la plomberie si tu serais bon là-dedans? » C'est hyper honnête. Ben oui, parce que... C'est génial, au moins, il t'oriente. Ben oui, parce que, tu sais, t'as, mettons, 500 personnes qui auditionnent à l'École nationale, puis ils en gardent 5 ou 6 ou 7. Le filtre et les trous du filtre sont pas mal petits, hein? Donc, je me suis dit, ben en 1 an, je vais voir. Puis moi, j'étais tout pogné en plus. Fait qu'en faisant mon année, il y a des barrières qui ont tombé. J'ai commencé à faire de l'impro. Je me suis dégêné. J'ai commencé à faire de la radio communautaire. Là, j'ai été à l'impro. Les gens, ils me trouvaient pas pire. Fait que là, Radio-Canada m'a engagé pour faire des critiques de vidéoclips à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Hey, j'étais mauvais, mon gars, là. J'étais pas de la merde, j'étais une sous-merde. Je veux tout savoir, là. Qu'est-ce que c'était? C'était quel médium? C'était une émission culturelle à Radio-Canada, à télé de Radio-Canada à Moncton, parce que l'Université de Moncton, c'est une université francophone. Donc, tout le campus de l'Université de Moncton, qui est un Christ de beau campus, et la Radio-Canada, donc c'était à peu près dans le même coin, ce qui fait que moi, j'étais en option théâtre en plus. Donc, je faisais de la radio, je faisais de l'impro, et là, ils m'engagent pour faire des critiques de vidéoclips. J'étais tellement mauvais. Là. Je me rappelle d'un clip de Renault qui s'appelait Mistral gagnant. Ah, l'équipe de Renault, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Puis là, il me demande de faire l'analyse du clip, de critiquer le clip. Puis là, moi, je dis, bon, le Mistral, je sais même pas que dans la toune, il parle d'un Mistral gagnant. C'était des petits bonbons en France. Je l'ai su parce que mon prof me l'a expliqué. C'était des petits bonbons, puis t'avais... C'est comme les bazookas, tu rouvrais ça, puis il y avait une blague, mais les autres, tu pouvais gagner quelque chose. C'est un déroule de rebord de Tim Hortons. Oui, exact. Ouais, puis moi, je cherche le mot Mistral, puis Mistral, c'est un vent. C'est un vent puissant qui est un vent du Nord, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est un vent puissant. Fait que là, j'explique dans la vidéo que c'est un... Mais tu sais, je critique la vidéo, mais je suis mauvais. T'as rendu beaucoup plus poétique, Renaud. Ben oui. Je critique une vidéo de la sœur de Richard Séguin, Fabienne, je pense qu'elle s'appelle Fabienne Séguin. J'ignore. En tout cas, tu sais, je ris de sa taille. Ça a super bien vieilli. Oui, ah oui. Oui. Hey, c'est vraiment de la grosse marde. Je suis vraiment pourri, là. Puis, j'ai fait une saison. Puis, l'émission comme telle était déjà pas très oui, c'était pas au maximum. T'as fait non, c'est ça. Mais au moins, moi, il y a des barrières qui sont tombées. Tout le monde sait qu'une émission qui va bien recrute dans le campus universitaire. Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, tu sais, en tant que Québécois qui suis même pas chez nous, je suis au Nouveau-Brunswick, sur un campus acadien. Tu sais, moi, je pogne une job comme ça à Radio-Canada. C'était quelque chose. Mais, comme je te dis, il y a une gêne qui a disparu de moi. Il y a toujours un regard qu'on a, surtout quand on est adolescent, on se regarde, hein, puis on se dit, hey, je vais me présenter sur mon plus beau jour. Mais là, Mané, quand tu fais du théâtre, puis tu sais, le prof, il disait, tu joues un imbécile, tu n'es pas un imbécile, tu joues un imbécile, ou tu joues quelqu'un de pris, quelqu'un de mal à l'aise, de méchant. C'est ça.
Donc, là, je disais, ouais, c'est vrai. Il faut que j'arrête de dire, ah, les gens vont penser que je suis cave. Non, je joue un cave. Je parlais d'une pièce en particulier. Là. Donc, j'ai fait mes 4 ans à Moncton. Puis ça a été bien libérateur pour moi. Puis là, je suis rentré à Montréal. À l'époque, est-ce que tu as des ambitions artistiques ou tu as fait l'université puis tu essaies de trouver des jobs? Ben, je voulais travailler en théâtre. J'avais étudié là-dedans, mais je me trouvais pas nécessairement très bon comédien. Encore aujourd'hui, je me trouve bon pour jouer ce que j'écris parce que je connais mes limites. Puis... mais je ne pas Guy Nadon qui peut être n'importe quoi. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, en narration, je te dirais que je suis pas pire pantoute. Mais pour le jeu, fait que je suis revenu à Montréal après mes 4 ans à l'Université de Moncton. La 3e année, l'été entre la 3e année et la 4e année, j'ai joué au théâtre. J'ai fait du théâtre d'été à Moncton, à Shediac. Let's go! Oui, c'était une pièce écrite par un Acadien qui était très drôle. Ça s'appelait Le Pique-Nique. Puis là, l'année suivante, après ma 4e année, on m'a rien proposé. Donc là, je suis revenu au Québec. Et je me suis ramassé chez ma sœur à Longueuil. J'habitais là, puis je me suis ramassé à travailler sur... faire du bardeau d'asphalte sur les maisons. Travail très manuel. Puis là, j'ai pogné une job à base militaire à Longue Pointe, dans l'est de la ville. C'est une base militaire. J'ai travaillé là comme civil, naturellement. Là, c'était une job de marde. Là. Tu peinturais des tanks, des transmissions, des démarreurs. J'avais jamais réalisé qu'il fallait peinturer des tanks de couleur armée. Mais oui. Non, mais c'est parce que ça, le tank... Oui, la raison est valable. Mais peinturer des transmissions, peinturer des démarreurs, peinturer des alternateurs, c'est des dépenses publiques totalement. C'est du gaspillage d'argent public totalement absurde. Puis tout le monde, à base militaire où j'étais, tout le monde était écœuré de son travail. Tout le monde vomissait sur son travail. Les gens détestaient ça. Fait que là, il y avait l'émission Sans Limite qui était à TQS dans le temps, qu'animait Pierre Brassard. Peux-tu répéter, qui était dans les Sans Limites? Oui, au début, il y avait Pierre Brassard, Richard Z. Sirois, J.C. Lauzon, Danny Laferrière. Donc, il y avait ces 4-là. Danny n'était pas tout le temps là. Danny faisait des vox pop. Danny faisait des vox pop. Oui. C'est donc incroyable! Oui. Une des vidéos que j'ai vues de Danny Laferrière à TQS, parce qu'au début, TQS, c'était une idée, je pense, si je comprends bien, de Guy Fournier assez Oui, puis c'était très expérimental. Extrêmement. Une des vidéos, si je me trompe, pardonne-moi, Danny, c'est lui qui se fait masser puis qui fait la météo. Et lui qui se fait masser par une femme en serviette puis il explique quoi demain il va faire beau. Oui. Puis là, ça coupe à autre chose. Ce qui est extraordinaire. Oui, mais il faisait... Tu sais, nous, on faisait, mettons... on disait... on faisait un vox pop dans la rue, mais on changeait la question. Mettons que la vraie question, on disait... quelle est la couleur... nommer une des couleurs du drapeau français, mettons. T'sais? Fait que là, les gens disaient bleu, blanc ou rouge. Puis là, on changeait la question. À l'écran, on marquait, mettons, quelle couleur prend votre sexe après l'amour. Fait que là... donc, Danny faisait des vox pop de même dans la rue. Il disait, bon, ben... exactement ce que Guy Nantel fait, mais c'était assumé que si vous niaisiez. Puis je disais, il y avait dans Sans Limite, à cette époque-là, il y avait eu une espèce d'interview à la fin qui s'appelait Dans le trafic. C'était un feu de circulation, puis l'invité appuyait. Fait que quand il arrêtait sur une question verte, c'était une question gentille. Question jaune, c'était un peu plus chien. Puis une rouge, c'était une question très chienne, tu sais. Fait que c'était un peu comme les questions à Tout le monde en parle, là, qui sont des questions blagues. Fait que même si tu trouves rien à répondre, la question est déjà une blague. Ou t'éclates de rire, puis c'est un beau moment. C'est ça, exactement. Fait qu'on faisait ça. Puis moi, je regardais ça, puis de chez ma sœur, puis il y avait un concours dans l'émission qui s'appelait La Minute Sans Limite. Là, il fallait que tu écrives un texte d'1 minute sur un sujet d'actualité. T'envoyais ça à Sans Limite, puis là, tu courais la chance de gagner un ordinateur portatif. Hey, pour l'époque, on est en 89. Ah, ça vaut une fortune, là. Ben oui. Fait que là, un ordi portatif. En plus, moi, j'écrivais toutes mes affaires à dactylo. Puis donc, moi, j'envoyais des textes très régulièrement. Puis je me rappelle, ma soeur, elle disait, maintenant, ils vont se tanner, ils vont dire, hey, c'est fatigant, arrête de... Mais c'était pas ça. Ils lisaient les textes en ondes. Donc, à chaque semaine, ils lisaient un de mes textes en ondes parce que soit qu'ils n'en recevaient pas beaucoup ou qu'ils n'en recevaient pas des terribles. Ou c'était pas pire.
Là, un moment donné, j'ai écrit au gars, je dis, il y avait Louise Richer de l'École de l'humour à l'époque qui faisait les lundis juste pour rire. C'était à l'ancien Club Soda sur Avenue du Parc dans le Nord. Puis, je suis allé présenter un monologue, là. J'ai dit, je voudrais faire les lundis juste pour rire. Fait que je faisais un vieux bonhomme c'était sur les Anglais. C'était un monologue que je faisais sur les Anglais. Je suis allé présenter ça, puis Louise a dit, ben oui, parfait, OK, ça marche, ton numéro. Ajuste ci, ajuste ça, puis tu vas faire les lundis avec nous autres. Fait que là, j'écris aux gars, je leur dis ça. Je dis, hey, je fais les lundis juste pour rire. Je fais tel soir, tel soir. Question un peu niaiseuse de millénial. Tu t'écris des lettres? J'écrivais, oui, je postais ça. J'envoyais, ouais, je postais, ouais. Tu voulais? Ben oui. Lettres Sans Limite. Ben c'était normal, c'était ça le concours. Je comprends. Mais c'est génial que tu as une correspondance avec une émission que t'aimes. Oui, puis tu répondent et... Puis tu vois le gars lire ce que tu lui as envoyé, carrément ton papier. Il y a ton papier dans les mains, puis c'est ce que tu lui as envoyé qu'il lit, tu sais. Si tu connais personne dans le show business, il faut que tu rentres comme tu peux, hein? Oui, exactement. Si t'es pas le fils ou la fille de... Exactement. Tu vois un moyen. Oui, puis il faut que tu sois original. Fait que moi, j'envoyais des textes que j'essayais d'être qui se mariaient le plus avec l'esprit de Sans Limite. Donc, mais en gardant ton style. En ayant mon propre style, naturellement. Fait que quand j'ai dit aux gars que je faisais les lundis juste pour rire, là, ils m'ont dit « Hey, parfait, on va aller te voir. » Mais là, j'arrive en plus, le premier soir, Louise Richet me fait briser la glace. Hey, moi, j'ai jamais fait de scène en plus. J'ai fait de la scène en théâtre, où tu as le 4e mur, puis où tu parles avec... Non, stand-up, c'est autre chose. Et oui, il me semble que c'est autre chose. Hey, là, j'ai un trou de mémoire, là, mais monumental, là. Là, je vois blanc. C'est comme si j'avais de la broue qui me montait dans le cerveau. Là, je vois blanc, je vois plus rien. Le matin, j'ai été chanceux, ça revient. Mais j'ai tellement eu à la chienne que le lendemain, j'ai fait mon numéro et je me suis dit, la scène, là, c'est pas pour moi. Ça m'a vraiment... ça m'a rentré dans le ventre. Là, ça m'a fait mal. Là. J'ai dit non. Mais t'as commencé rough. T'as commencé... Salut, moi, ma première apparition scénique, ça va être filmé. Ben oui, c'est ça. Non, c'était pas filmé, par exemple. Ah, pardonne-moi. Non, c'était pas filmé. Mais c'est quand même... ça se peut que Dan Lemire soit après moi. Ouais, ça se peut. Ouais. Puis là, il y avait... les gars sont arrivés, mais ils enregistraient l'émission trop tard, donc ils m'ont pas vu. Mais Richard Z, il me dit, ça te tenterait-tu de faire un stage comme scripteur? Hey, Go! Maison. Fait que là, j'étais encore à la base militaire, moi, à peinturer des oui, t'as déjà minable. Fait que là, j'ai dit au gars, moi, là, je prends une semaine parce que j'ai été invité à faire un stage. Donc, il y avait déjà eu... T'as-tu une espèce de... c'est pas drôle, toi, et tu peintures? Non, c'était des militaires qui étaient nos patrons. Puis le bonhomme, il m'a dit, non, c'est bien correct. C'était un anglophone qui parlait assez bien le français. Il m'a dit, non, je comprends, ta carrière, c'est pas ici, là. Vas-y, puis bonne chance, tu sais. Puis il y avait 2 autres personnes qui avaient passé avant moi. Il y avait eu eux, ils avaient eu 2 semaines de stage avec Sans Limite. Moi, j'arrive, j'ai 1 semaine. Fait que moi, j'arrive, puis je découvre la machine à lecteur 3/4, des grosses cassettes 3/4. Puis là, Mais explique-nous, il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée de quoi tu parles. Oui, c'est ça. C'est la grosse cassette 3/4, c'est ce que la station utilisait pour enregistrer ce qu'on appelait la banque, les ressources mondiales. Il appelait ça l'alimentation en nouvelles. Donc, le TQS était alimenté mondialement par des satellites partout qui envoyaient des images de partout sur la planète. Bon, il est arrivé ça en Israël, les images étaient envoyées. Fait qu'il y avait toujours une cassette 3/4 qui enregistrait ça. Qui enregistrait les nouvelles de la planète au complet. Puis nous, on prenait ça, puis on interprétait des images. Tu sais. Donc, c'est là que je suis tombé sur Arafat. Puis, j'ai vu Arafat qui est devant un micro. Faut que tu mentionnes qui est Yasser Arafat. Oui, Yasser Arafat, c'était le chef de la Palestine, de l'OLP, de l'Organisation de la libération de la Palestine. Et il y avait une bouille fort sympathique. Et un moment donné, moi, je vois une image de Yasser Arafat qui dit un mot, il dit un autre mot,
Puis là, il dit un autre mot, il lève la main, puis il s'en va. Fait que là, j'ai l'impression qu'il compte une blague en 3 temps, puis que quand la chute... Exactement, quand la règle de 3, puis quand la chute arrive, il s'en va, puis il sac son camp. Puis il y avait toujours une espèce de demi-sourire dans le visage. Fait que là, moi, je pogne la cassette, puis je fais une voix sur Arafat. Puis je me rappelle la première blague que j'ai faite avec Arafat. L'autre jour, j'arrive au Canadien Tower. L'autre jour, j'arrive au Canadien Tower, j'avais pas d'argent. La fille a dit, t'as pas d'argent? Va là chez vous. C'est ça, c'est juste ça. OK? Mais là, dans le studio, quand on a diffusé ça la première fois dans le studio, là, le rire, le monumental, parce que le ton fonctionnait à merveille avec les images, tu sais. Oui. Fait que faire un doublage comme tel... Mais savais-tu que tu avais ce talent-là de doublage? Ben non, je savais pas. C'était juste un jeune homme qui veut faire la télé. Moi, je joue avec les éléments qu'on m'a donnés. Comme mes petits bonhommes dans ma chambre quand j'étais petit cul. Fait que je joue avec les éléments que je découvre. Puis là, les gars, ils se disent « Hey, ça, c'est l'élément parfait parce que oui, j'écris des gags, mais je suis capable de me servir des éléments télévisuels. » Puis ils disent, ça tombe bien, on fait de la TV. C'était un faux bulletin de nouvelles, Sans Limite, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous tapez Sans Limite TQS sur Internet, vous allez découvrir. Donc, on faisait de l'interprétation d'images. Puis je te dirais que du détournement de sens des images. Il y en a qui font ça, puis ils font ça pour vrai, puis ils font croire que c'est vrai. Là, bien sûr. Et aussi, c'est un style d'humour. Ben oui, qui fonctionne sur TikTok très fort. Là. En plus, oui, OK. Peux-tu nous parler de... Qu'est-ce que tu as fait avec Yasser Arafat? Parce qu'il est revenu en 2012. Oui, c'est ça. Il était mort, mais il n'était pas mort. Ben, c'est-à-dire que, vu qu'on était peu en onde, j'utilisais pas... C'est quand même l'ouvrage, tu écris une capsule, puis tu l'enregistres. Moi, je suis équipé chez nous, j'ai un micro dans mon garde-robe, j'ai un petit moniteur dans mon garde-robe, puis le son est assez bon. Fait que là, c'est quand la crise étudiante a commencé, puis que j'ai vu que Charest est en train de tuer la jeunesse, ça m'a vraiment beaucoup insulté. Puis, je me suis mis donc à faire des Arafat pro-étudiants. Mettons... Ce qui est drôle, c'est un révolutionnaire, Arafat. Ben oui, en plus. Fait que là, je plantais, mettons, Gilbert Rozon, je plantais Jean Charest, je plantais Martineau. Tous ceux qui chiaient sur les étudiants, finalement, je leur chiais dessus Je me souviens de Claude Poirier qui avait dit à Salut Bonjour, « Fuck y'all ». Claude Poirier avait décidé à Salut Bonjour de faire un pamphlet sur la crise étudiante, parce que, ben oui, Claude Poirier, il est équipé, lui, pour savoir comment l'argent en éducation devrait être investi. Non, puis en plus... Avec sa pause, il est 7h10 du matin. Claude, si veux-tu... Moi, il a arrêté de fumer, ça le mettait en colère. Sa patch, ça fonctionnait pas. Il devait avoir besoin de se défouler. Il a décidé, c'est les étudiants, pourquoi pas? Mais c'était quelque chose parce que, en plus... il y avait Option Nationale qui avait commencé à gagner du terrain chez les jeunes. Moi, je m'étais mis chum avec Jean-Martin Hossan, puis je suis indépendantiste de naissance. Et il y avait, dans le programme d'Option Nationale, il y avait la gratuité scolaire. Puis moi, je trouve que c'est important parce que, tu sais, si t'es fils de médecin, là, tu n'auras pas besoin de travailler au dépanneur pour payer ton loyer pendant tes études, là, puis surtout là, avec les prix des loyers présentement à Montréal. C'est absurde. C'est absurde. Fait que là, tu veux quoi? Tu vas avoir un peuple abruti? Tu sais, l'autre fois, j'entendais un chroniqueur qui disait qu'il y avait un retard sur la littératie entre le Québec et l'Ontario, que les gens étaient plus éduqués en Ontario, puis que si on ne faisait que rejoindre le taux de littératie, d'éducation de l'Ontario, on augmentait notre PIB de 16 milliards de dollars. Parce que les gens se retrouveraient avec des meilleurs jobs, ils paieraient plus d'impôts, donc ils apporteraient plus d'eau au moulin. Puis en plus, tu développes des cerveaux. Fait que là, tu construis des trucs comme la baie James. La baie James, ça prend des cerveaux pour construire, ça prend pas des approximations. C'est l'autonomie. L'intelligence, c'est l'autonomie. Ben exactement. C'est intelligent, tu peux dire non à un travail. C'est ça, c'est génial. Oui, c'est ça. La connaissance, c'est ce qui est le plus important. Le Japon, il n'y a quasiment aucune ressource naturelle. Ben la ressource naturelle du Japon, c'est leur cerveau.
Fait que, tu sais, si demain, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus d'argent l'argent vaut plus rien, ben c'est tes connaissances qui vont valoir quelque chose, ta capacité à pouvoir fabriquer des trucs ou à pouvoir faire Trouver des idées, trouver des solutions. Exactement. Chaque peuple important trouve des solutions. Exact. Tu sais, avec bientôt 7 milliards d'humains, là, si tout le monde se creuse la tête pour régler tel problème, on va le régler, là, tu sais. Tout à fait. Génial. Alors, super. T'es à 100 limite. Quand est-ce qu'ils t'intègrent dans l'équipe? Ben, je fais mon stage d'une semaine. Puis là, ils disent, hey, ouais, ça a bien de l'allure parce qu'ils jouent beaucoup avec les images. Donc, on l'engage. Et le jour où j'ai ma réponse, j'ai un message sur mon répondeur téléphonique. À l'époque, les enfants où on avait des répondeurs téléphoniques, c'est Violet. Tu rentrais à la maison, il y avait une lumière rouge. Oui, exactement, qui clignotait. Ah, quelqu'un m'a appelé, oui, c'est bien! Exactement. Et là, c'était Viola Légère, qui est une Acadienne qui a interprété un rôle qui s'appelle la... Non, oui, c'est ça, qui a interprété la Sagouine à l'époque, qui est un vieux personnage acadien. C'est elle a une troupe de théâtre, puis là, elle m'offre un rôle en Acadie, le rôle de Harold dans Harold et Maude. Ah oui, super. Ouais, mais là, je viens d'avoir la job à Sans Limite, moi, fait que je dis... Harold va attendre? Ben, exactement. Fait que je commence à Sans Limite, je fais la première année, puis là, ça clique tout de suite, je deviens chum avec Pierre, c'est vraiment, la chimie est vraiment là. Mais c'est vraiment des heures de fou, là, on travaille beaucoup. Fait qu'on fait 3 années à Sans Limite. Et là, quand se termine la 3e année, on dit au producteur qu'on voudrait avoir une salle de montage de plus parce qu'on travaille beaucoup, puis c'est difficile, on n'y arrive pas, on fait du 80-90. Aviez-vous des monteurs ou vous montiez vous-même? On faisait tout nous-mêmes. Tu sais, moi, je me rappelle, là, j'allais dans je voyais là, à TQS, l'ancien TQS, il y avait 6 salles de montage. Puis là, je voyais une salle libre, je rentrais, puis parce que j'avais regardé comment fonctionnait le monteur, comment travaillait le monteur, puis j'avais appris sur le tas. Fait que là, quand il y avait une salle libre, j'allais là, puis je prenais le micro, puis là, je faisais un petit doublage. Ou avec Pierre Brassard, on faisait toujours un doublage dans l'émission. On prenait un 30 secondes des arpents verts. C'est les 2 meilleures voix pour faire du doublage. C'est quand même super. Hey, là. Moi, mon ami Pierre Brassard, on faisait du doublage. Wow! Oui, non, c'était vraiment trippant. Là. Je me rappelle, il y avait toujours un boîtier de cassettes vide qui traînait sur le bord parce que souvent, c'était le dernier élément qu'on faisait avant d'aller enregistrer l'émission. Puis là, on était stressés parce que tout le monde nous attendait pour commencer l'enregistrement, puis il nous restait juste ça, là, tu sais. Là, on se trompait. Mettons, Pierre, surtout, quand il se trompait, il était vraiment en tabarnak. Fait qu'on avait toujours un boîtier vide. Puis là, Pierre, il prenait le boîtier puis il garochait aussi. Fait qu'on avait toujours le boîtier qui était là juste pour se défouler. C'était vraiment très, très puissant. Puis, donc, on faisait... On faisait le doublage et on a fait ces 3 années-là. Mais là, on n'avait plus de salle de montage. Puis on voulait notre salle de montage à nous parce que des fois, on était dans le jus, puis toutes les salles de montage étaient prises par les nouvelles. Puis là, on avait de la misère. Puis le producteur, il voulait rien savoir. Fait que nous, on a décidé de se retirer. Puis là, c'est là qu'ils nous ont remplacés par les jaunes. Ils ont remplacé les animateurs par d'autres animateurs. Puis nous, on avait des vestons bleu poudre. Ils ont remplacé ça par des vestons jaunes, qui est un geste totalement minable. J'ai trouvé ça très minable de la part de ce producteur-là. Puis là, on a voulu faire un disque. Puis là, on ne pouvait pas utiliser le nom Sans Limite parce qu'il ne nous appartenait pas. Fait que ça, c'était encore plus minable de sa part. Donc, ça a été des grosses déceptions, là. Puis là, on a quitté Sans Limite. Les jaunes qui nous ont remplacés, ils ont fait 1 année, puis c'est mort. C'est mort. Parce que je sais pas c'est quoi les jaunes, puis j'ai une petite connaissance de l'humour québécois. Mario Jean a commencé là. Daniel Thibault a commencé là. Il écrivait. Les gars, Mario Jean, c'est un scab, c'est super. Mais les autres sont arrivés là, puis on leur a offert ça. Que, oui, bien sûr, je déconne, c'est une blague. Non, je sais. On t'a fait une gig. Je vais être un jaune, pourquoi pas? Oui. Puis là, ce qui était plate, c'est qu'eux autres, ils avaient vu ce qu'on avait fait avant. Puis là, veut pas, ils reprenaient nos fauteuils, puis c'était inconfortable. Mais nous, pendant cette année-là, on est allé à C'est quoi? Puis on a créé les Midi Fous.
Donc, il n'y avait pas d'humour le midi à la radio. C'est drôle parce que Marc Brunet a travaillé sur les Midi Fous. Oui, mais ça, c'était après. Nous, on a parti, encore une fois... On a parti un show de radio, c'est génial. Oui, puis on n'a pas protégé l'émission. Fait que dès qu'on a eu fini, nous, on est retourné à la télé après. Mais tu sais, tous les concepts qu'on avait créés avec les Midi Fous, la chanson, on a oublié de protéger ça. Nous autres, on était des enfants, on était des adolescents et on s'amusait. Puis on n'était pas, faudrait protéger ci, faudrait protéger ça. Et dis-moi si je me trompe, vous êtes dans il faut que je survive. J'ai 5 jours de radio. On doit mettre de quoi en onde. On fait quoi aujourd'hui? On fait telle affaire qui est cool. Oui. C'est plus ça votre... Ben aussi, c'est que ça. À ça ben oui, t'as pas le temps de penser à d'autres choses. Puis, tu sais, contrairement à RBO... C'est le truc pour abuser d'un artiste, c'est que tu le mets dans l'urgence. Exactement. Tu peux pas réfléchir. Ouais. Puis, tu sais, contrairement à RBO, qui avait Jacques Primo comme agent qui gérait la patente, nous, on n'avait pas de gérance vraiment. On se gérait nous-mêmes. Tu sais, puis même que l'année des Midi Fous, moi, je faisais en plus une capsule par jour pour le matin, pour l'émission du matin. Fait que j'en chiais du texte puis de la capsule, là. Fait qu'après ça... on est parti de... Je pense qu'il y avait 10 000 ou 15 000 de codes d'écoute le midi, puis on a amené ça à 200 quelques mille. C'est quoi dans le temps? Ouais. Fait que là, on est retourné à la télé. Alors, à une époque, c'est quoi? C'était pas puissant comme c'est aujourd'hui. Oui. C'était la radio numéro 1. Oui, parce qu'il y avait... Il disait 307 000 watts de puissance. Fait que là tu sais, t'avais 307 000 watts. Ils avaient ce wattage-là, donc ils diffusaient, ils couvraient du territoire, ça n'avait pas de bon sens. Et ils avaient un droit acquis parce que ce genre d'antenne-là était plus permise parce qu'elle était trop puissante. Mané, je pense qu'il avait commencé à construire un building, puis il avait arrêté juste avant l'antenne parce que sinon, les ondes auraient été trop néfastes. En tout cas, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou quoi que ce soit. Là, mais, une légende de radio. Une légende de radio, c'est ça, exactement. T'as la radio. Ouais. Votre émission, c'est plus qu'un succès, c'est un triomphe. Oui, puis après ça, nous autres, on fait une année, puis après ça, on s'en va jouer à la TV, on retourne jouer à la TV. Parce qu'ils vous... Bah oui. Ben non, c'est les mêmes producteurs? Non, c'est qu'on... Non. Le gars, le minable qui vous... Non. Là, on s'en va à Taquinon. On s'en va faire Taquinon à la planète à Radio-Canada avec une maison de production qui s'appelle SDA, qui n'existe plus, là. Puis ça a été une super boîte. Là, on a eu du fun avec eux. Est-ce que François Pérusse, c'était dès le début ou c'était la deuxième saison? François Pérusse, il était dès le début parce qu'on voulait changer la musique. Puis il est pas pire là-dedans? Oui, c'est ça. Puis il s'est mis à faire des capsules aussi avec nous autres. Donc ça a été... Taquinon, ça a été aussi... Ça a-tu été 2 ans ou 3 ans? J'ai un trou de mémoire. Hein. Nico, tu veux-tu vérifier, s'il te plaît? Il me semble que ça a été 3 ans. Il y a un Notre archiviste. Je suis bien épais que je me rappelle même pas de ça. C'est pas épais, c'est quand t'es dedans, tu sais pas. Ouais. On te demande souvent... Ta blonde, ça fait combien de temps? Soit 2, soit... Je sais pas, je suis dedans. Je veux dire, juste avec aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est 2 ans, en tout cas. Puis on a fait une revue de l'année à TQS. Après Radio-Can, on est revenu à TQS. On a fait Taquinon 94. Puis ça a été la seule émission à pogner 2 millions de codes d'écoute jusqu'à il y a 2 ans ou 2-3 ans. Là, ouais. Fait que, puis là, après ça, on est retourné à la radio. Et à la radio, après ces années de télé-là, à la radio, là, c'est là qu'on a réussi à parler au pape, puis à la reine, le pape Jean-Paul II, puis la reine Élisabeth. Ouais, ça, en 95, on a parlé à la reine. Moi, tout m'intéresse. Commençons par la reine. Taquinon la planète, c'est ça? Oui. C'est 92 à 94. C'est ça, exactement. 3 ans, j'imagine. Non, 92 à 93. Ouais, peut-être 3 ans. Tu marqué 3 ans. C'est marqué juste de 92 à 94, ouais. C'est ça. C'est que on a commencé à faire des canulars radiophoniques, puis un moment donné, on a pour la reine, ça a été assez facile. Pour le pape, c'est le pape qu'on a fait en premier. Le pape, on a dit... T'appelles qui? Je comprends T'appelles le Vatican. T'appelles le Vatican. Puis là, tu dis... oui. Puis là, tu dis au Vatican, comme nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a dit le premier ministre du Canada, Jean Chrétien,
Qui parlait? Un autre beau cerveau. Ça, c'était Julie Laferrière. C'était une fille qui était recherchiste pour nous. Puis Julie a fait des trucs à la télé. C'est un beau cerveau. Et Julie appelait au Vatican puis elle demandait à parler aux responsables des communications. Puis là, le premier ministre du Canada aimerait s'entretenir avec sa sainteté parce que, tu sais, tu as tout le protocole qui est préparé en amont. Tu dis... Quand tu parles du pape, tu dis pas Jean-Paul, tu dis sa sainteté, puis bon. Et là, on a dit, parce que le premier ministre du Canada s'apprête à faire un discours où il va déclarer le droit à la vie de la conception jusqu'à l'extinction totale des signes vitaux. Ce qui, en langage plus politique, veut dire non à l'avortement et non à l'euthanasie. T'sais? Et que le pape est d'accord avec ça. Oui, le pape va dire... Le pape s'est dit, si, moi, une crise de belle J'ai un G8 qui fait ça, c'est super. Ben oui, fait que là, il accepte l'entretien téléphonique. Et là, on a... Imagine tellement être contre l'avortement que tu te fais pogner par des tweets à la radio. Comment c'est tu génial. dis ça? T'es tellement contre l'avortement que des nonos à la radio te pognent. Ben oui, puis tu sais, tout le protocole est bien fait. Tu passes par les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Non, mais tu passes par les bonnes voies. Tu passes par le responsable des communications du Vatican, puis tu lui dis la raison pour laquelle Jean Chrétien voudrait lui parler, parce qu'il va avoir l'appui de... Bon, ben... Et naturellement, l'autre, il dit oui. Puis, pour nous, c'était très important que ça se passe en français parce que, tu sais, on est une radio francophone, puis on est une minorité. Langue que Jean-Paul maîtrisait? Oui, il était pas pire. C'est un Polonais d'origine, Jean-Paul, puis il parlait, il se débrouillait assez bien. Puis, donc, on a réussi à faire le coup, mais il n'y avait pas grand monde qui nous croyait. Et il y a la presse à l'époque qui a fait une comparaison avec la voix via le téléphone, c'est un son téléphonique, là, quand ils ont fait un comparatif entre la voix, l'enregistrement qu'on avait et une cassette où le pape disait des prières, puis la concordance avec les logiciels. Avec les logiciels, la concordance était de 84 %. Et là, il disait encore, c'est-tu crédible, c'est-tu pas crédible? Puis là, après ça, en 95, on a pogné la reine. Puis là, Comment vous avez pogné la reine? La reine, c'était assez facile parce qu'on était à l'aube du référendum de 95. Et là, on a dit, là, on a peur que le premier ministre du Canada a peur que le Québec se sépare. Donc, il aimerait vous écrire un discours que vous prononceriez devant, je sais pas, dans quel contexte, là, à la télé ou tout ça. Là, puis elle ça aussi. Signifie plein d'affaires, j'aime ça. Oui, puis juste pour te montrer à quel point là, Jean Chrétien, là, c'était un esti de taré, là, il était considéré comme un taré, c'est que, c'est-à-dire au moins pas le plus brillant de la gang, politiquement parlant, en tout cas, c'est qu'il dit, Pierre, qu'il l'imite, il dit, Votre Majesté, je suis un peu fatigué, si ça vous dérange pas, je continuerai en français. Fait qu'elle dit, si ça peut aider, pas de problème, parce qu'elle aussi, la reine Élisabeth, parle très bien français. Assez bien. Fait que, tu sais, elle a pas dit, voyons, non, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, elle a dit, voyons, le premier ministre du Canada qui dit, je vais te lancer si on parle en français, pas de problème. Puis là, Pierre a travaillé. Ouais, puis là, Pierre, il glissait, nous autres, on avait une série de gags. Tu sais, par exemple, pour le pape, on disait, fallait pas être trop irrespectueux pour le pape parce que là, on voulait pas que tous les gens, les fidèles... Ils ont un peu de pouvoir, les catholiques. Ben, qui nous détestent trop, voilà. en tout cas, qui... et donc, il y avait un Mettons, là, on n'écœure pas les gens qui trippent sa religion. Là. Mettons, là. Ouais. Mettons, on les écœure pas trop. Je pense que Pierre, il disait, quand est-ce que j'allais poser une hélice sur votre petit casse? Là, il avait dit à la reine Élisabeth, il avait dit, qu'est-ce que vous allez mettre pour l'Halloween? Elle a dit, pas moi, les enfants, peut-être. Puis il disait, vous avez juste à mettre un de vos chapeaux comme d'habitude, ça va être correct. Puis il disait ça tellement vite qu'elle, elle comprenait pas, elle perdait des bouts, là. Ouais, fait que là, on a fait ça. C'est une très vieille femme, coupée du monde, qui n'a pas des rapports normaux avec personne depuis sa naissance. Ben non. Puis là, tu sais, dès que le téléphone était fini, on a envoyé un fax.
Les fax chez les enfants, je vous rappelle, c'est un truc qu'on envoyait un papier. Ils savent quand ils vont à l'urgence qu'il y a ça. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, on envoyait un fax, on disait, le Buckingham a été victime d'un canular. Puis là, ça a fait le tour du monde, ça, là. Tous les journaux de la planète en ont parlé. On a fait une entrevue avec l'Australie, parce que l'Australie n'est pas très... Qui déteste la reine. Ouais, ils sont pas très pro-monarchie. Et... le Québec, ça a pris 2-3 jours avant qu'ils disent les Bleus Poudres ont pogné. L'Italie, on a fait des entrevues avec l'Italie, avec. Tu sais, c'est vraiment quand tu dis que à Londres, je pense que sur les. Je sais pas combien il y a de quotidiens en Grande-Bretagne, là, on avait fait la une de tous les quotidiens, sauf un des quotidiens. Pro-monarchie que la reine est Je parfaite. Je sais pas, mais c'était vraiment quelque chose. Wow. Puis là, ce qui est bien bizarre, c'est que. Dans les codes d'écoute, c'est quoi? Ça a changé 0. Rien. Fait qu'on aurait pu péter, roter, dire n'importe quoi en ondes, ça n'a rien changé. Comme si les gens disaient, ben oui, c'est la reine, ben oui, c'est le pape, mais tu sais... Fait que nous autres, on se disait avec des coups fumants comme ça, on va péter les codes d'écoute. Mais peut-être que d'entendre un faux premier ministre parler avec un pape qui a l'air d'être sur la morphine, peut-être que, tu sais, parce qu'il parlait comme ça, tu sais, oui, je suis allé, Trois-Rivières, oui, tu sais, puis ses phrases étaient souvent incomplètes, puis... Mais c'est ça. Donc là, on a fait ces trucs-là à la radio, puis là, on sentait que c'était dur d'aller plus loin, puis c'était dur de se renouveler. Puis moi, il y a une année, à l'Halloween, je suis arrivé, j'ai pogné mon ordi, puis j'ai tapé Halloween. J'ai sorti mon texte de l'Halloween de l'année précédente. J'ai fait une petite modif, j'ai imprimé ça, puis on a joué ce texte-là en ondes. Puis là, le directeur des programmes, il est rentré, il a dit « Hey, il dit, c'était drôle, en esti ton texte. » Il m'a dit, je dis « Ben oui, c'est le même que l'année passée. » Il dit « Va donc. » J'ai dit « Oui, j'ai sorti mon texte l'année passée. » « Ah, en tout cas, c'est pas grave, c'était drôle en maudit. » Puis là, je me suis dit « Non, c'est pas vrai que je vais faire de la radio, puis qu'à chaque année, à l'Halloween, je vais faire des blagues d'Halloween, à Saint-Valentin, des blagues de Saint-Valentin, Noël, des blagues de Noël. » Le manif, on fait le même joke de manif, il y a une élection, je comprends. Fait que là, on a décidé d'un commun accord, toute la gang, que avant de se faire dire, bon, ben les gars, on renouvellera pas le contrat, on a dit, on quitte. Fait qu'on a lâché la radio. Puis les seules personnes dans l'histoire de la radio québécoise qui s'est pas fait mettre dehors. Ah oui? Ça se peut. Parce que la réputation de la radio, c'est que c'est des chaises éjectables. Et un matin, tu te fais dire en passant, le show est fini. Tu fais, ah. Ben oui. Fait que là, nous, on s'est libérés de ça. Puis là, on est partis chacun de notre côté. Puis après ça, on a fait chemin seul. Moi, je me suis amusé à écrire. J'ai fait des narrations. Puis j'ai fait toutes sortes de trucs. Puis je regrette pas pantoute. On peut-tu revenir, s'il te plaît, à Taquinons la planète? Explique-moi, c'est quoi Taquinons la planète? C'est parce que vous avez fait des choses complètement folles dans ce show-là. Ben, la première émission de tout à Taquinons la planète, il y avait Raymond Baudouin, qui était un personnage interprété par Pierre Brassard. Raymond Baudouin allait dans les lancements, les événements artistiques, puis il posait des questions, puis il se photographiait avec un Polaroid, il posait des questions assez tu sais, je me rappelle d'une question, j'étais assez fier, c'est moi qui l'avais écrite, la question d'ailleurs. Il allait voir Céline Dion, puis il disait, Céline Dion avait fait Jay Leno, puis avait fait Johnny Carson, puis je pense... 6 mois avant, dans les derniers 6 mois, puis que la question, il disait Céline, you English with Jay Leno, you English with Johnny Carson, do you French René Angélil? là, René Angélil, il était arrivé, puis il était là. Ça, c'est pas drôle, ça. C'est pas de l'humour drôle, ça. T'as besoin de pas passer ça. Puis là, on l'avait diffusé malgré tout, là. Très contrôlant, l'homme. Très contrôlant. Oui. Non, parce qu'on avait fait... Il dit, ça va nous faire plaisir de collaborer, mais quand vous ferez des affaires d'humour drôle. Parce que... C'est pas drôle, de Céline. Non, c'est ça. Ouais, fait que... donc, la première émission de tout, Pierre allait au lancement d'un film qui était une rétrospective de la carrière de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Non, mais de Pierre-Éliott Trudeau. Et... Pierre le suivait avec la caméra, puis il y avait le caméraman, mais Pierre le suivait, puis il voulait lui poser des questions, puis l'autre, il voulait rien savoir. Puis à un moment donné, il s'est tanné, Trudeau, puis il l'a carrément giflé. Il a crissé une bonne claque sur la gueule, Pierre, puis il a donné un coup de pied d'un chenol.
Puis la gifle, moi, je l'ai toujours trouvé plus terrible que le coup de pied, là. Mais c'est carrément du voie de fait, là. Bien sûr. Puis t'es un ancien premier ministre, puis t'es assez méprisant pour, devant les caméras, frapper quelqu'un. Aujourd'hui, je me dis, tu portes plainte au criminel, puis tu dis 2 voies de fait, coup de pied, puis on peut pas dire que c'est une légitime défense parce que Pierre, il est pas en train de l'agresser. Il est pas en danger. D'après ça, il avait arraché sa barbe, sa fausse barbe à Pierre. Oui, c'est à son pin, je m'en souviens. Oui, fait que ça, je me rappelle, ça avait été la première émission. C'est le premier show? Oui. Le premier show de Pierre-Éliott Trudeau. Je me rappelle pas si c'est le premier de la première année ou de la deuxième année, mais il semble que c'est la première année. Parce que ça avait été... Je sais qu'il y a eu... on a su par la suite que de Ottawa, il y avait eu... il s'était fait chicaner, Radio-Can s'était fait chicaner, puis que... On n'a pas été reconduit à la 3e année. C'est ça, je pense qu'on n'a pas fait la 3e année. On n'a pas été reconduit la 3e année parce que, justement, il y avait eu des pressions de la part d'Ottawa. Parce qu'on avait quand même du 1,7 million de codes d'écoute à chaque lundi, là. C'était le lundi soir. C'était quand même très bon, là. Ouais. Puis là, ben ça, c'était aussi un faux bulletin de nouvelles. Bon, on avait développé... un truc, c'était un plateau tournant. C'était comme une grosse pastille qui pivotait. Oui, une planète au-dessus. Oui, ben c'est ça. Il y avait une planète au centre, puis c'était comme si tu avais la planète la rotation des planètes. Puis là, les chaises arrivaient vis-à-vis Pierre. Puis donc là, on présentait notre reportage, puis... c'est ça. C'est là que sont nés... il est né avant, mais je pense que Dave Vache, il est né là. Il est né à mon cowboy, là. J'ai fait un cowboy texan. Celui qui chante. Ouais, c'est ça. C'est né à Taquinon. Je pense que je le faisais pas sans limite. Non, Comment c'est né à t'arrives Taquinon. avec tes personnages? Comment? Comment tu développais des personnages? Ben, Bob Binette, c'est né de 2 affaires. Il y avait... je trouvais que les Québécois, ils aimaient beaucoup mettre des mots anglais partout. All right, yes. Puis là, ben, je me suis dit, c'est moi, ça. avec Binette, je vais pousser ça à l'extrême. Là, never, watch out, n'importe quoi. Là, puis... je m'étais inspiré aussi d'un gars avec qui j'avais étudié à l'Université de Moncton, qui était un très mauvais menteur. Puis, tu sais, mettons, je disais, viens me rejoindre demain au bar. Le bar étudiant, c'était le Cachot. Viens me rejoindre au Cachot demain. À telle heure, on va prendre une bière. Parfait. Fait que là, le lendemain, à l'heure convenue, il était pas là. Fait que là, je disais, quand je le revoyais, je disais, comment ça, t'es pas venu me rejoindre au Cachot? Ben oui, j'étais là. Je disais, ben non, j'étais là à 4 heures, puis t'étais pas là. Je sais. Pourquoi tu me dis que tu étais là? J'ai pas dit ça. Là, il était tellement mauvais, mon gars. Là, ça avait pas de là. Là, je regardais ça, je me suis dit, non, c'est trop inspirant. Fait que je me suis mis à faire ça. Donc, Binette, c'était un bullshiteux. Oui, c'était oui. Puis, c'était un peu fraîchier aussi. Tu sais, c'était un bum, il était habillé. Il avait un cours de cuir bizarre. Ben oui. Puis, tu sais, c'était toujours, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'étais toujours au-dessus de tout. Puis, quand il se trompait, ben, il admettait jamais qu'il s'était trompé. Puis, au début, il y avait 5-6 mots de vocabulaire, là. La première apparition de Binette, je me rappelle parce que le producteur délégué à Sans Limite, il était pas sûr du personnage. Ça le faisait plus ou moins triper. Puis, un moment donné, j'ai écrit un sketch avec des images de Nathalie Simard, une entrevue. On faisait souvent ça, des fausses entrevues. On prenait une entrevue qu'une artiste avait accordée, un ou une artiste avait accordée. Puis souvent, l'intervieweur, le journaliste artistique, on le voyait pas dans le cadre. On voyait juste sa main avec le micro, puis on voyait l'artiste qui répondait aux questions. Nous, on se filmait en train de poser des fausses questions, puis on changeait, on s'arrangeait pour que ça marche avec les réponses. Extrêmement TikTok, si vous faites, j'aime ça. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'était avec Nathalie Simard. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti avec le caméraman, puis on l'a tourné. Puis après ça, on l'a montré à la gang, parce que moi, le producteur, il voulait pas que je fasse ça. Fait qu'on l'a montré à la gang, tout le monde a pissé de rire. Fait qu'ils ont dit, oui, on met ça en onde. Puis là, ben, le personnage est né comme ça, là. Fait que là, Binette, c'était la folie. Il y avait des écoles où on interdisait d'imiter Bob Binette pendant les cours parce que le prof disait, mettons, ouvrez votre livre à page 64, puis tout le monde répondait « le sait ».
C'était vraiment ridicule. Génial! Ouais, c'était vraiment... C'est dans le code de conduite des élèves. Ah oui, tu ah peux oui, pas être bobinette. C'est super. Ouais. C'est drôle. Il faut absolument que je te dise ça. Moi aussi, je me suis mis dans le trouble avec un de tes livres. Ah ouais? Je m'en souviens, tu faisais des livres de blagues. Oui. C'était juste des liners. Ouais. Et j'adorais ça. Et au lieu d'écouter en classe, je lisais ça. J'ai un prof de géo qui me l'a volé, Ah oui? puis qui me l'a jamais redonné. Et ça m'a extrêmement influencé parce que moi, comment j'ai commencé ma carrière, c'est en écrivant des liners. Et j'ai toujours trouvé ça génial. Ça m'a vraiment marqué que des blagues, ça puisse autant déranger l'autorité. Ah oui, T'as ben oui. un immense impact sur ma carrière. Je m'en souviens, j'étais en secondaire 3, puis quand il m'a enlevé, je me rappelle, j'avais 15 ans, puis je m'étais dit, s'il y a un gars de 38 ans qui doit m'enlever un livre que j'aime, c'est bizarre. Tout est bizarre là-dedans. Ben, peut-être c'est juste parce que tu l'écoutais pas. Oui, mais à un moment donné, je veux dire, quand je parle, ça te dérange. Quand je t'écoute pas, ça te dérange. Mais là, voyons, non, je te dérange pas, je lis livre. C'est super. Le bonhomme carnaval, c'est né comment? Le bonhomme carnaval, ça, c'était plus dans le temps de Sans Limite. C'est que, ben, moi, j'ai toujours trouvé que c'était la seule mascotte au monde qui parle puis qui aurait intérêt à fermer sa gueule. Là. Mais c'est vrai, c'est la seule qui parle. Je comprends pas. Puis c'est que moi, j'ai toujours trouvé que c'est un personnage qui a une chanson. Quand tu sais, hier, j'étais en ville. Nous avons eu beaucoup de visites. Les gens sont venus au Carnaval de Québec. Tu sais, il n'y a rien de naturel. C'est toujours... Puis là, avec la tête du bonhomme carnaval, c'était toujours comme ça. Fait que là, je me suis mis à... On s'est mis... La première fois, on a fait un gag avec... Puis on l'a fait parler, puis là, il y a quelqu'un qui l'a frappé, puis ça a été spontané, puis là, après ça, on s'est dit, hey, ça va rester notre marque de commerce. Mais là, ça avait été un costume qu'on avait loué. Fait que là, on a acheté le costume, puis on s'est mis à le réparer régulièrement parce que quand il mangeait une bonne... Non, vous faisiez fort qu'une poêle, je m'en souviens. Ben oui, mais la poêle, c'est arrivé plus tard. Puis quand on a commencé avec la poêle en dedans... Celui qui était en dedans, il y avait un casque de hockey. Parce que ça frappait, c'est un méchant temps. Hey, là. tu peux aller. Si tu sais que l'autre a un casque, tu peux aller plus fort. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas drôle si tu te donnes un coup. Non, c'est ça. Puis là, on s'est mis vraiment à jouer beaucoup là-dessus. On a même fait un bonhomme carnaval avec la face de Jean Chrétien, un bonhomme carnaval avec la bouche tordue. La bouche, je m'en souviens. Ouais, puis là, on se promenait en ville, puis on disait aux gens, frappez-moi. Tu sais. Puis là. Celui-là, cette tête-là, elle était vraiment très, très solide. Là. Les gars crochaient des poils là, en frappant dessus. Là. Le casque, il restait intact. Là. C'était vraiment très, très solide. C'est génial! Ah oui. On avait même fait la famille bonhomme carnaval. Fait que t'avais le bonhomme, t'avais la bonne femme, puis t'avais le bébé carnaval. puis le bébé, il avait une petite poêlonne, puis il se donnait lui-même des coups à la tête. C'est génial. Non, ça, c'est... Puis je sais que Québec, ils nous aimaient pas, là, parce que premièrement, t'es pas supposé de dire le bonhomme carnaval, t'es supposé de dire bonhomme carnaval. C'est son prénom. Tu peux pas être si attaché au bonhomme. C'est son prénom. Quand Québec décide d'être Québec, là, c'est super. C'est super. Non, c'est bonhomme, c'est pas le bonhomme. S'il vous plaît. Oui. Non, c'était pas mal comique, ça. On a eu bien du fun avec ça. Tu peux pas faire du blasphème avec le bonhomme. Non, c'est ça. Faut que tu le respectes, tu sais. Il doit avoir un passeport, c'est comme rien. Monstruosité. D'ailleurs, parlant de passeport, je me rappelle, il y avait un passeport à Québec dans le temps pour l'événement 84. Un passeport qu'il avait fait pour les activités. Là, ça n'a rien à voir avec ma carrière, là, mais c'est parce que ça me fait penser à ça, puis je trouve ça puissant. Un passeport avec l'Abat 50 à l'endos, tu sais. Fait que là, tu pouvais aller dans toutes les activités. Puis il y a un gars qui a fait le tour du monde avec ce passeport-là. Ça marquait Passeport Québec. Puis il voulait montrer que les gens disaient, avant le référendum, vous allez perdre votre passeport. Il a fait le tour du monde avec un passeport avec l'Abat 50 en arrière. Génial. C'était avant le 11 septembre. C'était moins régi. C'était moins régi, mettons. C'est ça. Où tu pars un revolver dans... Tu peux fumer. Exactement. Mais c'est quand même génial comme move. Après la télévision, qu'est-ce qui se passe? Ben après la télévision, comme je te dis, il y a eu la période radio avec les canulars. Après ça, moi, je suis tombé dans le monde du livre. J'ai écrit, je dirais, un long métrage
Puis ça n'a pas abouti. Après ça, j'ai écrit une série pour la télé qui s'appelait Colombob, qui était des parodies de Colombo, mais avec Bob Binette. Ah, cool! Ouais. Puis là, j'ai écrit 6 épisodes, puis ça n'a jamais abouti. C'est là que j'ai décidé que le roman, ça valait la peine, parce que le roman, t'écris de quoi, puis ça voit le jour. Tandis que si t'as pas d'équipe de tournage, non, c'est ça, t'as besoin d'un papier et un crayon, puis je dis souvent, si tu veux qu'il y ait 10 000 Vietnamiens qui font du pouce sur l'autoroute 20, tu l'écris, puis ça existe, t'sais. Tout à fait. Faut juste que ce soit cohérent avec ton histoire, puis que ça veuille dire de quoi qui est en lien avec ton histoire. Donc, là, j'ai écrit mes 3 enquêtes de l'inspecteur Spector, plus un petit... ça, c'est de 98 à 2001. 3 enquêtes de l'inspecteur Spector, plus un petit roman, une petite plaquette qui s'appelle Diane la Foudre, qui est un roman, une espèce de fantasme sur l'invincibilité. Wow. Donc, c'est une femme qui est battue par son mari, qui se fait frapper par la foudre, suite à quoi elle devient invincible. Puis là, elle veut juste avoir la sainte paix, parce qu'elle est enfin intouchable, mais tout le monde essaie de l'exploiter parce que hey, c'est quoi ce pouvoir-là? Puis donc, c'est pour montrer que tu peux être invincible physiquement, mais que émotivement puis intellectuellement, tu peux toujours être harcelé puis c'est fascinant, agressé. On veut tout le temps sucer les ressources. C'est fascinant. C'est ça. Fait que donc, j'ai écrit ça. Puis là, je m'ennuyais de travailler avec du monde. Donc là, j'ai essayé... j'ai créé un c'est projet. long à écrire, un roman. Ben, oui. C'est frustrant. Mais quand je dis que c'est pas juste long en termes de... C'est que la page que tu viens d'écrire, tu sais pas si elle est bonne. Ouais, mais faut que tu te fasses confiance à un moment donné. Moi, ma règle, c'est... Quand j'ai terminé d'écrire un roman, je laisse décanter la chose, puis là, je me relis au bout d'un mois avec des yeux neufs, puis je me dis, est-ce que je serais content d'avoir payé pour ça? Est-ce que je serais content est-ce que je serais fier est-ce que je serais content de lire ce livre-là s'il n'avait pas été écrit par moi? Là? Est-ce que je me dis, est-ce que le travail a été fait comme du monde? T'sais? Puis c'est juste une question de discipline, hein? Mais prenons le temps, parlons d'écriture. Comment tu veux écrire un roman? Est-ce que tu as des notes? Est-ce que c'est par flash? Comment t'écris? Moi, ça commence vraiment par... tu vois, l'inspecteur Spector, le premier, j'ai écrit mon premier chapitre, puis là, je me suis dit, hey, oui, je vais m'en aller, je vais faire cette histoire-là, puis j'avais pas de plan. Donc, je m'en allais à tâtons. Je disais, OK, là, je vais m'en aller dans cette direction-là. Puis là, à un moment donné, un roman policier, veut pas, c'est un entonnoir. Tu t'en vas vers la résolution de toutes les énigmes, de tout ce que tu as mis en place. Puis tu peux pas t'en aller n'importe où. T'sais, si tu as semé des énigmes au début, il faut que ça ait servi à quelque chose. Donc, il faut que ça mène quelque part. Donc, veut pas, ça a amené à la résolution de tout ça. Puis j'ai terminé mon roman, puis j'étais bien content. Puis quand je l'ai mis sur le marché, l'inspecteur Spector et le doigt mort, je me suis retrouvé dans les salons du livre, mais les gens me reconnaissaient à cause de la télé. Fait que là, ils me regardaient et disaient, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, je baissais la tête, puis je regardais le meuble devant moi, puis il y avait des livres. Je disais, peut-être que j'ai écrit un livre. Puis il y avait mon nom dessus en plus, ça tombait bien. Fait il y a eu une espèce de snobisme alentour de ça dans les salons que j'ai senti parce que, tu sais, un humoriste, c'est pas supposé d'être capable d'aligner 2 phrases correctement dans un livre. Fait que les gens accordaient peu de crédibilité au fait que j'avais écrit des romans, mais sauf que le lectorat a tout de suite mordu, vraiment. Ils ont beaucoup tripé sur mon monde. L'inspecteur Spector, c'était quand même un suppôt de Satan qui avait, en échange de la vente de son âme au diable, il devenait le meilleur inspecteur de police du monde. Puis donc, c'est un monde très surréaliste, mais avec des codes policiers quand même que je respectais. Puis ce que j'aime, dis-moi si je me trompe, mais tu disais plus tôt que dans la maison où t'es né, il y avait une cuillère avec un tournevis. Oui, c'est ça. Crois-tu que ça a nourri ton imaginaire littéraire? Oui. Ben, oui, parce que, tu sais... Ta vie ressemble à un roman borisien un peu. Non, mais tu sais, quand t'écris, mettons, puis tu dis... le meurtrier, il a fait ça, il va laisser telle trace. Tu sais, quand tu as déjà un esprit mécanique, parce que
l'écriture, c'est comme de la mécanique, c'est comme de la peinture, c'est comme Oui, c'est comme une montre. Oui, la création artistique, tu sais, t'écris des blagues, puis tout ça. Il faut que tes structures fonctionnent pour arriver à... Il faut que tu passes de A, tu dis, ben, je vais passer par X, puis à un moment donné, Les je vais spectateurs, bifurquer. faut qu'ils suivent tout le long. C'est ça. Faut pas que tu perdes personne. Puis c'est de la mécanique, mais t'essaies de De le camoufler. Oui, puis de polir ça pour que ce soit le plus agréable aussi. Puis là, ben, tu sais, dans du roman policier, moi, je m'amuse beaucoup avec les mots, avec les notes de bas de page. Je fais sortir, tu sais, m'amener dans l'inspecteur et le doigt mort, m'amener t'as une parenthèse, un X, un K, un guillemet, puis là, je dis, excusez, mon chat vient de passer sur mon clavier, tu sais. Fait que je m'amuse vraiment avec La forme. Oui, puis avec le fait que vous voyez bien que vous êtes dans une histoire, puis On s'amuse. Oui, exactement. On décolle, on s'amuse, on relaxe. Exactement. Puis tu as pleine liberté, là. Tu as vraiment une liberté plus que totale. Tu sais, dans l'inspecteur-specteur et le curéré, bon, le troisième de la collection, j'ai le curéré qui souffre de priapisme. Alors, qu'est-ce que le priapisme? Ça vient du dieu Priap, qui était le dieu de la fécondité, puis il est toujours représenté par une statue où il est en érection permanente. Donc, le curéré souffre de priapisme. Il bandait bien raide à 24 heures sur 24. Puis là, il se dit... Il y a bien écurie qui ont le même problème. Il y a bien écurie qui ont le même problème. Qui se soulage régulièrement. Ah, oui, c'est ça. Fait que là, lui, il se dit... Il va falloir un moment donné que je me soulage, mais c'est un péché. Fait qu'il faudrait que je me confesse après l'avoir fait. Puis là, il y a une idée lumineuse. Il dit, je vais me soulager pendant que je me confesse et aussitôt que le péché va sortir, ben il va avoir duré tellement peu longtemps qu'il va être aussitôt pardonné. Puis, fait que il s'en va dans un confessionnal, il se fait confesser par un prêtre, puis le prêtre, à un moment donné, il se demande qu'est-ce qui se passe, il entend bouger l'autre bord, puis au moment où il s'apprête à être donné l'absolution, l'autre éjacule, puis le confesseur reçoit des gouttes de sperme dans le visage. Fait que, tu sais, à la télé, ça serait un peu difficile. C'est plus rough. Tu sais, dans un livre, ça se fait. Puis, tu sais, j'avais lu ce chapitre-là au Salon du livre de la Côte-Nord il y a quelques années. On faisait des soirées de lecture érotique, puis j'avais lu ça, puis tu sais, les gens riaient. Puis c'est des affaires que Téléfilm Canada dirait, ben non, on peut pas faire ça. Un de mes écrivains favoris, Jim Thompson, je me souviens, je pense que c'est Rage Noire, son roman s'intitule. Le jeune garçon, il a une relation incestueuse avec sa mère. Ouais. Tu peux pas filmer ça. Tu peux pas faire vivre ça à une femme et à un jeune garçon. Mais non. En lecture, pourquoi pas? Puis tu sais, regarde le cas Yvan Godbout, là, Ouais. qui s'est fait poursuivre, ça n'a aucun sens au criminel, tu sais. Moi, j'ai un roman qui s'appelle Tag. Il y a des scènes où j'aurais pu me faire poursuivre, moi aussi, là, parce que, tu sais, tu veux montrer qu'il y a une impunité, que l'imputabilité d'un acte criminel, ça peut toucher plusieurs personnes. Toi, si tu as juste fermé ta gueule, tu es aussi coupable parce que tu n'as pas dénoncé ce dont tu as été témoin. T'sais. Fait que je voulais le montrer comme il faut, puis j'ai eu une scène assez croustillante. Mais sauf que c'est de la littérature pour faire réfléchir. Je me rappelle des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire, qui est un roman... ça brasse là-dedans. Là, t'as un homme qui sodomise son fils et au moment de jouir, il coupe la tête. Tu sais, fait que tu sais, t'as des scènes atroces là-dedans. Là, puis... Je crois que c'est comme ça qu'on va accrocher bien des jeunes hommes à la littérature. Non. Non, pour vrai. Non. Parce que dans la littérature, il y a pas de règlement et ça va loin. Ben oui. Moi, je m'en souviens, je lisais beaucoup quand j'étais adolescent parce que je sentais que les romans, c'était beaucoup plus libre que la télévision ou le cinéma. Ben oui. Puis je crois que c'est à 15, 14, 13 ans que tu as envie de lire ces trucs-là parce que tu veux tester les limites. Ben tu veux comprendre ton monde, t'es frustré, t'es plein d'hormones. Puis il y a une richesse. Moi, j'ai fait un voyage au Vietnam, puis j'avais avec moi le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Puis j'ai voyagé plus avec mon livre que dans mon voyage réel. Ça m'a bouleversé. J'ai tellement trippé sur ce livre-là. Là. Puis moi, ça m'a toujours emballé, ça m'a toujours fait voyager la lecture et je trouve que c'est
il y a quelque chose d'unique parce que c'est la forme de communication la plus directe entre deux cerveaux. Moi, j'épure ma pensée, je couche ça sur papier, puis après ça, le seul intervenant qu'il y a, ou le seul intermédiaire qu'il y a entre mon cerveau et le tien, c'est le décodage que toi, tu vas faire avec tes yeux. Fait que c'est quasiment de la communication directe d'un cerveau à l'autre. Puis toi, tu fais ta mise en scène, tu réalises le livre comme tu le veux, tu vois les personnages comme tu le veux. Si je fais une description, tu vas l'adapter à ton imaginaire. Fait que je me sers de ton imaginaire, puis tu te sers du mien pour créer ton propre film à toi. Puis je trouve ça savoureux parce que tu vois pas le temps passer aussi. Et ça explique le cliché que le livre est meilleur que le film parce que le livre est comme moi, j'ai envie. Oui, exactement. C'est meilleur. Oui, puis tu sais, quelqu'un qui réfléchit pendant 12 pages, là, à la TV, ça passe bien mal. T'as raison. À moins d'avoir une voix intérieure, puis là, ben, tu montres la personne en train de se creuser la tête, tu sais. Puis tu peux aller dans des... Tu sais, je parlais de ça avec un de mes amis récemment, là, la philosophie dans le boudoir du marquis de Sade. Tu sais, là, il baise une petite fille, puis là, tu peux avoir 14 pages de baise, puis 18 pages où il explique pourquoi certaines tribus africaines, dans certaines tribus africaines, c'est bien vu de tuer son père. Fait que là, t'as vraiment... t'as une réflexion, t'as un essai. T'as un essai pratiquement, puis t'as des réflexions philosophiques, puis après ça... On cautionne pas, mais il y a un essai. C'est ça. Puis t'as toute une réflexion sur la valeur de la vie, sur c'est fascinant, tu vois. C'est une œuvre, c'est fascinant. Non, c'est ça. Puis la littérature permet ça, la littérature et la philosophie. C'est souvent lié. Oui, c'est souvent lié, effectivement. Puis, tu sais, quand tu écris des histoires... c'est toi, hein? Fait que tu parles, des fois, tu vas favoriser tel personnage. Quand tu as lu un roman, tu as vraiment l'impression de connaître l'écrivain. On dit souvent ça les humoristes, mais j'ai vraiment l'impression que je connais Michel Houellebecq. Je n'ai jamais vu ça. Je le connais. Je le verrais, je lui dirais comment tu vas, Michel? Aucune idée c'est qui ce gars-là. Je dirais même pas Michou. Yo, Michou, what's up? Comment ça va? Tes pilules, comment ça va-tu bien? Tu mets le bon dosage, mais il y a une intimité avec un écrivain. Non, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il se dévoile beaucoup parce que tu regardes ses hantises sexuelles, mettons, tu as l'impression qu'il parle vraiment de lui. Peut-être qu'il invente. Tu sais qu'il se dit, moi, j'aime ça écrire là-dessus. Puis il y a une espèce d'honnêteté. Quand il est en entrevue, il dit, par exemple, à un moment donné, je le voyais, qu'il disait « Je suis devenu le bourgeois que je dénonçais. » Il dit « Avec le succès que j'ai, je suis devenu le gros bourgeois. » Puis il dit « Je suis obligé de dire que je suis confortable là-dedans. » Fait qu'il y a une grande honnêteté là-dedans à dire ça. Hein. Ouais. Tu as une maison d'édition. Oui, exactement. C'est parti comment? C'est parti... c'est que l'année passée, en 2000... là, je suis fourré. En 2021, en ce moment. Oui, en 2021. Donc, à l'automne 2020, non, parce que l'automne 2020, c'est celui qu'on vient de passer. À l'automne 2019, j'ai publié chez Robert Laffont un roman qui s'intitule « Hostie de tabarnak, preux chevalier Francol ». Et sur la couverture, j'ai marqué « Après Cyrano de Bergerac, voici le chevalier hostie de tabarnak ». Et donc, j'ai publié ce roman-là chez Laffont, puis j'ai vraiment trippé. Puis le roman est sorti au Québec en octobre, puis il est sorti en France juste avant la pandémie. Fait que là, malheureusement, j'ai pas pu faire la promo que j'aurais voulu. Moi, je voulais m'engager une attachée de presse en France. Puis, tu sais, j'étais prêt à investir pour vraiment donner de la visibilité, mais la pandémie a fait son œuvre. Et là, j'avais ce roman-là qui était prêt, Les Dents de l'amour, et je voulais proposer ça à Laffont, mais j'avais une collection en tête, la collection Hilaire Coquin. Ça, c'est la collection, c'est des romans amouristiques. Donc, c'est des romans dont le thème principal est l'amour, mais campé dans des univers différents, comme là, chez les vampires à Bucarest. J'en ai un qui se passe à Vienne avec Frankenstein. C'est là, cool. Là, j'ai Tarzan dans la jungle. Fait que c'est toujours l'amour, mais dans des univers, puis c'est toujours stupide, là, des histoires d'amour stupides. C'est génial, parce que tous ces romans, c'est basé sur l'érotisme. Oui, puis au départ, là, t'es Tarzan, Frankenstein, c'est tout l'érotisme au départ. Oui. Puis je pousse les clichés
à l'extrême. Là, j'ai tort. Là. Je fais tout sortir le jus des clichés. Là, fait que tout y passe. Là. Et quand j'ai voulu présenter ça à Lafon, ça tardait. Puis finalement, j'ai appris de la part de l'éditeur que Lafon Paris, Lafon France coupait dans les fonds Lafon Québec. Et donc, qui publierait juste un Québécois par année. Puis là, Jean, qui s'appelait l'éditeur québécois, il m'a dit, même si je voulais te publier, je pourrais pas, j'ai pas de budget. Puis on a déjà notre choix qui est fait parce qu'on l'avait déjà décidé l'année passée. Puis il dit, moi, je suis pris. Puis, je peux rien faire. Là, j'avais mes droits, j'avais récupéré mes droits, moi, sur mes 3 inspecteurs-specteurs et Diane Lafoudre, dont je parlais tantôt. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais rééditer mes 3 premiers romans, mes 4 premiers romans, dans une maison d'édition qui va me donner 10 % de droits d'auteur, parce que tout le travail est fait. Tout le travail éditorial, la correction. Fait que là, je me suis dit, pourquoi je me publierais pas moi-même? Puis, j'ai fait affaire avec une maison d'édition qui permet à des gens de s'éditer eux-mêmes, mais dans un cadre très professionnel. Ils vont te fournir un directeur littéraire, ils vont te fournir un graphiste, tout ça. Ça s'appelle Carte Blanche. Donc, avec une chargée de projet qui est extraordinaire, Alexandra Gilbert, on a présenté l'inspecteur-specteur et le doigt mort chez Carte Blanche. Puis, moi, j'avais un graphiste, j'avais une directrice littéraire, puis Alexandra a déjà publié un roman aussi, donc on connaît le monde du livre. Donc, la femme chez Carte Blanche, à un moment donné, a dit... Vous n'avez pas besoin de nous autres. Là. Vous devriez faire cavalier seul. Vous avez juste à vous trouver un distributeur, puis vous avez toutes les compétences. Vous avez autant de compétences que nous autres. Donc, badrez-vous pas, comme disaient les vieux, avec nous autres. Allez, faites affaire. Approchez un distributeur, puis vous allez être correct. Donc, on a approché Prologue. Et moi, j'ai dévoilé mon plan de match, donc réédition de mes 3 specteurs, puis une collection Hilaire Coquin, dans laquelle je publie 2 titres par année. Comme là, il va sortir un autre titre au mois d'août, puis il va sortir un autre... Il va toujours sortir un titre un peu avant le 12 août, puis à la Saint-Valentin, parce que ça parle d'amour. Ah ben oui! Et donc, on a fait le plan de match. On a rencontré Prologue, le distributeur Prologue, puis il était enchanté. Ça a été super dynamique, ça a été bien emballant. Donc, mon ami graphiste m'a fait les couvertures et au mois de mars l'année passée, on partait le truc. Puis, je pense que c'est au mois d'août que le premier spectateur est sorti. Au mois d'octobre, Les Dents de l'amour sont sortis. L'inspecteur-specteur et la planète Net est sorti en janvier, puis juste avant le Salon du livre de Trois-Rivières, qui a eu lieu récemment, que j'aime beaucoup, est sorti le 3e, l'inspecteur-specteur et le curéré. Chouette. Donc, là, au moins, c'est sûr que c'est moi qui paye pour l'impression, c'est moi qui paye pour le graphisme, tout ça. Les producteurs. Ben oui, puis au lieu de toucher 10 %, ben c'est pas mal plus intéressant pour moi. Ah, tu prends le risque financier au départ. Ben oui. C'est toi qui récolte tous les... C'est ça. Donc, c'est sûr qu'au début, j'avais l'intention de publier, d'approcher d'autres auteurs, d'avoir... Une écurie, disons-le. De faire un appel de manuscrits aussi, mais plus ça va, plus je te dis que j'ai plus le goût de me publier moi-même et de temps à autre, peut-être faire appel à quelqu'un d'autre. Parce que, tu sais, j'ai 58 ans, puis je veux pas me lancer en entreprise, puis être obligé de lire du manuscrit, puis de m'occuper de la gestion de... Oh, c'est un métier en soi. Oui, exactement. Puis je trouve que déjà d'écrire mes 2 romans, mes 2 titres par année, puis c'est gigantesque. Oui, puis ça va être des romans d'humour, puis je veux écrire des trucs un peu noirs aussi à travers ça. J'ai des projets. Ce qui fait que je vais être assez occupé, puis je veux avoir mes étés à moi, parce que je trouve ça savoureux l'été, pouvoir jouer dehors, pouvoir faire un peu de construction, pouvoir des amis vivre. Oui, exactement. C'est comme ça que les idées... Tes idées, je sais pas si t'es comme moi, mais t'as des idées... Il y a 2 manières d'avoir des idées. J'ai peur, ça me prend une idée.
Ouais. Ou 2, il se passe rien, je m'amuse. Ah bon, une vie vient me cogner. Exactement, exactement. Puis moi, je sais jamais comment ça peut survenir, là. Tu sais, je me rappelle de ça. J'étais chez nous, puis je me suis à côté, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que ce serait mon premier roman d'amour stupide? Puis là, j'ai dit, dans le monde du vampirisme, ça serait le fun. Puis j'ai eu une couple d'idées, j'ai pris des notes, puis après ça, je me suis lancé. Moi, quand je commence à écrire, j'écris. Parce que si tu es là et tu réfléchis à ta phrase, à un moment donné, il faut que tu commences. Fait que j'écris, puis la machine se huile, puis la machine commence à rouler plus à fond, puis ton cerveau commence à chauffer. Puis là, ça sort. Et un truc que moi, j'utilise jamais, mais je le répète, oublie jamais que ta phrase pas bonne, tu peux la réécrire. Ah oui, exactement. Et confiance en ta réécriture. Et écris des choses pas bonnes que tu peux rendre bonnes. Ben oui. Puis c'est plus facile prendre une phrase pas bonne et la rendre bonne que partir à zéro. Ben oui, exactement. T'as le fantasme, mais si j'ai une page blanche, je vais créer un chef-d'œuvre. Beaucoup plus facile de créer une bonne œuvre, de quelque chose de bien, d'absolument rien. Peux-tu, s'il te plaît, me parler de ta discipline d'écriture qui est fascinante? Ben, j'ai deux... ça, c'est récent, mais je l'avais déjà fait une fois, mais là, j'ai décidé que ça serait systématique. C'est que mais là, j'ai le luxe de le faire aussi, là, mais la pandémie a beaucoup aidé. Je prends 2 mois dans l'année, novembre et février, puis je me transforme en moine pendant ces 2 mois-là. Donc, je ne fais qu'écrire. Je me lève le matin, puis j'écris. Si je m'endors à 10h30 parce que j'ai donné un gros coup, je vais me coucher, puis 1 heure après, je me relève, puis je continue à écrire. J'ai faim, je mange, je m'endors encore, je me couche, puis... C'est l'écriture qui dicte ta journée. Oui, exactement. Puis, des fois, je peux fermer mon ordi à 10h, 10h30 le soir, comme des fois, je peux le fermer à 8h. Mais je me donne une discipline de 1000 mots par jour. Il y a beaucoup d'amis écrivains que je connais qui font ça. Un minimum. Stephen King a écrit un livre là-dessus. Comment tu dis ça? Stephen King a écrit un livre sur l'écriture. Ah oui, OK. Et c'est ce qu'il dit. Ah il dit, oui. vous voulez écrire? C'est un livre vous voulez écrire, vous voulez un truc d'un 1000 mots par jour. OK, c'est ça. Tu fais ça tous les jours. Ouais. Noël, ta fête, les funérailles de ta mère, 1000 mots par jour. Puis là, tu sais, forcément, au bout d'un mois, j'ai 30 000 mots. Puis moi, puis ça, c'est des romans, ces petits romans-là, c'est du roman de 30-40 000 mots. Puis moi, j'ai souvent, je dépasse souvent mon objectif. Fait que des fois, je fais même du 2000, 2300, 2500 mots. Ça, c'est des journées très, très productives où je suis dans un corridor où il se passe bien des affaires, puis j'ai du fun, tu sais. Donc, je me donne cette discipline-là à ces 2 mois-là. Puis après ça, quand je me relis, j'ai, mettons, 3 relectures à l'écran. Après ça, je m'imprime et je me relis sur papier une fois, puis ensuite, j'envoie ça à ma directrice littéraire. Puis là, elle passe à travers ça, puis là, elle va me dire soit, il y a des incohérences. Là, je trouve que ton personnage, il cède un peu vite à telle demande. Je trouve qu'il faudrait qu'il insiste un peu plus. Là, j'ajuste tout ça, j'y renvoie ça, puis elle me dit OK, ou elle me dit j'y crois toujours pas, ou en tout cas. Puis c'est sûr que c'est moi qui ai le dernier mot, là. Mais sauf que quand la personne... quand en plus c'est quelque chose qui t'achalait déjà, puis tu dis puis que là tu dis zut, je suis démasqué. Des fois je fais ça, j'envoie des numéros à des amis, puis mes amis ils font, mais si tu me l'envoies, c'est que tu sais que si tu veux, c'est pas prêt là. Ouais. Parce que tes numéros prêts, tu m'en parles pas, tu fais juste les faire sur scène. C'est ça. Ouais. Puis moi j'essaie beaucoup de. J'ai des amis qui écrivent de façon très dans le but de faire le squelette, dans le but de faire la structure, puis après ça, tu sais, un de mes chums, il me dit, la manée, je peux me rendre compte que j'ai le verbe prendre 8 fois dans le même paragraphe. Moi, non. Moi, j'essaie d'écrire le plus possible un premier jet final. Je comprends. Puis ça m'empêche pas... Kurt Vonnegut, je pense qu'il s'appelle, pardonne-moi si je l'ai mal prononcé. Lui, c'était page par page. Il écrivait une page jusqu'à temps que ça lui plaisait. Ah oui, OK. Et dès que ça pouvait prendre 3 jours, mais cette page-là était faite. On passe à l'autre. OK. Ouais, c'est une autre façon de faire, ouais. Mais moi, c'est parce que des fois, dans le flux des événements, je me dis, là, je vais écrire un peu plus rapidement, mais j'ai de la misère. Quand ma phrase n'est pas à mon goût, si j'ai de la misère à continuer, puis des fois, je me dis, ou des fois, tu sais... Ce qui est chiant avec Internet, c'est que, mettons, je me dis, mon personnage, il pourrait avoir un couteau.
Quelle sorte de couteau qu'ils mettent ces tables dans les restos, mettons, pour quand ils servent un steak? Comment il s'appelle, ce couteau-là? Puis là, tu fais une recherche. Là, tu arrives, tu as un message. Là, tu oublies complètement que tu allais voir c'était quelle sorte de couteau qu'il y avait dans les restaurants. Puis là, tu te perds à lire ton message. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je cherchais donc? Là, tu reviens à ton manuscrit, tu as perdu le fil. Ça, là. Fait que maintenant, là, je mets des X là, quand je sais pas quoi. Là, il agrippe un XXX. Puis là, je continue parce que sinon. Moi, quand je dialogue, des fois, je dis le personnage dit quelque chose de drôle. Ah! Puis là, tu passes. Puis là, je reviens, OK, ça me prend. Puis aussi, quand tout est écrit, ça te prend juste un gag. Va faire ta vaisselle, ça va. Le gag exactement. va moi, je me rappelle, là, dans le temps des Sans Limites puis Taquinon, là, on est là, on est autour de la table, on cherche des idées, là, puis là, il manque une affaire. Moi, je me levais, j'allais aux toilettes, je revenais, puis je l'avais. Tu sais, juste le fait de se déplacer, on dirait que ton cerveau, là, c'est ton meilleur ami. Ça peut être ton pire aussi, là, mais moi, là, si je le laisse aller, là, des fois, là, je pars, là, j'ai une préoccupation là, par rapport à où je suis rendu dans mon roman, là. Puis là, pouc, la réponse jaillit parce que j'ai mis mon cerveau au travail. Un truc que moi, j'ai observé, j'ai commencé à créer mon imaginaire parce que c'était de la procrastination. Je m'ennuyais, alors je procrastinais en inventant. Alors souvent, quand j'ai des nœuds de création, je fais des tâches extrêmement plates. Et là, mon cerveau, pour m'amuser, je travaille, qui est devenu mon métier, puis c'est que je trouve des solutions. Faut jouer. Moi, j'ai un trouble d'opposition extraordinaire, fait qu'il faut que je joue avec ça. Un trouble d'opposition? Oui. Dis n'importe quoi, dis rouge, je pense bleu. OK. Non, juste parce que c'est bleu. J'ai un trouble d'opposition très, très fort. Ma blonde trippe. Elle aime beaucoup ça, discuter avec moi. Mais c'est génial, ça. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Ça m'a fait très, très, très plaisir. Énormément de l'épisode. Très plaisir. S'il y en a qui sont intéressés, allez sur mon site, ghislaintachereau.com. Il y a les 3 chapitres de chacun de mes livres. 3 premiers chapitres. Fait que si vous êtes fixé, si jamais vous dites j'ai ça comment il écrit, au moins là, vous le savez. Vous avez, mais si vous voulez voir comment j'écris, c'est ça. ghislaintachereau.com. Tout est brillant. Là. Merci énormément. Merci Thomas de ton invitation. C'était le fun. Plaisir.